Chers téléspectateurs, bonjour. Un bon bonjour pour vous aujourd'hui parce que nous sommes samedi le 30 octobre 2021 et nous sommes ici à Québec et bien sûr nous sommes au Québec. Et vous vous en doutez, le 31 octobre, c'est la journée des élections par anticipation. Les élections municipales commencent aujourd'hui pour ceux et celles qui souhaitent voter avant le jour et se déplacer et qui peuvent donc le faire à partir d'aujourd'hui. On ne peut parler des élections municipales ici à Québec sans pour autant parler des candidats. Il y a des candidats à la mairie et il y a certains autres candidats pour des districts. Aujourd'hui, nous avons décidé dans cette lancée de rencontre avec les candidats, les chefs des partis, de rencontrer l'une des candidates qui aujourd'hui est la favorite selon les sondages, Madame Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif, conseillère municipale à Cap-Rouge-Laurentienne. Nous allons la rencontrer donc pour discuter de la vision de son parti, de ses plans, de ses stratégies et comment est-ce qu'elle compte faire pour vraiment gagner le cœur de tous ceux et celles qui doutent encore d'elle. Je vous invite à aller donc discuter avec Madame Marie-Josée Savard. Alors voilà, on se retrouve sur notre plateau, un plateau qui s'est transformé en bien sûr la maison de Madame Marie-Josée Savard. Merci de nous recevoir chez vous. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation. Ben, il faut noter surtout à ceux qui nous écoutent qu'on se retrouve ici, pas parce que c'était organisé pour être ici, on avait préparé pour le faire ailleurs, mais les concours des circonstances nous ont obligés de nous retrouver ici. Exactement. On va dire que, comme vous l'avez bien dit en entrée de jeu, on est en vote par anticipation. Alors, le lieu où on devait se rejoindre, c'était, nous, on appelle ça la permanence, le bureau de l'équipe. Mais aujourd'hui, il y avait beaucoup de fourmis sur place qui faisaient des appels et qui travaillaient très fort. Wow. Alors, on s'est dit qu'on serait plus tranquille à la maison. Puis ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Alors, Madame Marie, c'est bon? Oui, Marie, c'est bon. On est à moins quelques jours. Oui. Comment on se sent? On se sent fébrile. On se sent fébrile. On se sent aussi satisfaite de la campagne. Un beau travail d'équipe. Parce que oui, on se présente à la mairie, mais on est loin d'être seul. Quand on se présente à la mairie, on a besoin de gens autour de nous. Alors, très heureuse jusqu'à présent. C'était une campagne quand même respectueuse. Donc, beaucoup de débats. Ce qui fait que c'est bien, mais en même temps moins sur le terrain un peu. Et alors là, pour ce qui est des prochains jours, c'est ce qu'on souhaite, là, être le plus possible là, près des gens, avec les collègues, les candidats, pour aller voir les gens. Mais on est, c'est ça, fébrile, puis on a bien hâte là, que. Alors pour ceux qui écoutent, qui souhaitent faire des votes par anticipation, c'est aujourd'hui. En fait, c'est vous allez regarder la vidéo peut-être lundi là, mais c'est samedi le 30 octobre que ça se passe. Ouais, et dimanche également, c'est sur 2 jours exceptionnellement. Ah d'accord. Ouais. Actuellement, on sait que vous faites partie de l'équipe sortante, l'équipe Labaume. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment à reprendre ce flambeau? Et on sait que, bien sûr, en reprenant ce flambeau, ça ne vous a pas créé que des amis. Non. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce flambeau? C'est drôle parce que quand vous me dites ça, je dis souvent, c'est comme un héritage. On ramasse on hérite des choses intéressantes, mais on hérite aussi des choses des fois moins intéressantes. Là. Mais dans ce cas-ci, quand même un très beau bilan. Ce qui m'a poussé à me lancer, je vous cacherai pas, puis je l'ai jamais caché. Monsieur le maire est derrière cette idée, cette décision-là, mais c'est sûr qu'en bout de ligne, c'était une proposition de sa part, mais c'est une décision de la mienne, donc une décision de mon côté. Alors, les 8 ans au comité exécutif, l'expérience que j'ai acquise pendant ces 8 ans-là, autant au niveau de bien comprendre la machine municipale que de bien comprendre aussi le rôle d'une ville, aussi d'avoir eu la chance de travailler pour les citoyens, la chance de faire évoluer une ville, cette belle ville-là qu'on aime tant. Donc, c'est sûr. Donc, je dirais l'amour de la ville, l'amour de continuer à travailler pour les citoyens, puis l'expérience que j'ai acquise qui me donne l'assurance de dire oui, je suis capable, puis je me sens prête à le faire. En fait, vous aviez le bois, vous avez tout ce que du combustible, il restait juste une allumette et ça a été Monsieur Labaume qui a mis le feu. Okay. Bon. Une Marie-Josée Savard en feu. Ouais. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent vraiment pas, oui. En quelques mots,
quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous caractérise? Quel est le lien avec les valeurs du parti? Bien, je vous dirais, autant pour le parti que pour moi, où je me retrouvais vraiment, c'est l'ouverture justement sur... puis là, je dis pas ça parce que vous êtes là sur les communautés culturelles, mais aussi l'ouverture sur tous les citoyens de Québec, là, parce que quand on parle d'inclusion, on parle autant au niveau justement des communautés culturelles, mais également les aînés, les jeunes, les gens qui sont prises avec la santé mentale, l'itinérance, l'équité. Donc, je vous dirais, ça a toujours été une des choses les plus importantes de l'équipe, mais aussi l'aspect de faire rayonner notre ville, de la rendre fière, parce que la fierté, on sait que depuis 2008, c'est comme vous dites tout à l'heure avec l'allumette, là, c'est comme si le feu s'est allumé à ce moment-là. Mais donc de continuer à faire grandir notre ville, parce que on la veut grande, on la veut inclusive, mais on la veut encore quand même. Moi, je me plais à dire qu'on est comme un grand village, dans le sens que les gens sont chaleureux, les gens il y a une proximité entre les gens, mais en même temps, on a toute la notion d'une grande ville. Donc, toutes ces valeurs-là de faire évoluer la ville, de faire avancer l'innovation, le rayonnement, la fierté des gens de Québec, je pense que c'est des belles valeurs que le parti je rebondis rapidement avec votre phrase l'ouverture sur les communautés culturelles. Avez-vous souvent assisté à des événements organisés par les communautés, ou sinon, est-ce que si Diaspo vous invite à des événements, viendrez-vous? C'est sûr, si Diaspo m'invite, je vais être présente. Notez. Oui. Voilà, je lève la main. Bon. Mais ce que je peux vous dire, en fait, les gens ne le voient pas, mais mon voisin est le centre islamique. Donc, je suis vraiment, ma maison est tout près du centre islamique. Donc, c'est certain que lorsque j'ai assisté à des journées portes ouvertes, parce qu'eux aussi ont fait des beaux gestes d'ouverture comme communauté, comme d'autres communautés également. Donc, j'ai eu la chance d'assister à des activités touchant le centre islamique, mais très honnêtement, j'ai pas fait tant d'activités au niveau des autres communautés culturelles. Mais je suis très ouverte. Comptez sur nous pour vous inviter très souvent. Actuellement, je pense que si on veut revenir dans notre sujet, j'aimerais savoir quel est le programme de votre parti actuellement. Vraiment, en quelques mots, quel est le programme phare et qu'est-ce qui va vous distinguer? Qu'est-ce qui va faire la différence? Parce qu'on le sait, oui, vous êtes favorite actuellement avec 24, je pense, contre 22 pour... C'est 31, je pense. On est rendu à 31. Oui. Donc, je voulais voir si vous suivez. Donc, avec 31, quel est votre programme? Et puis, quels sont les points sur lesquels vous comptez vous baser pour faire la grosse différence? La phrase qui est un peu notre slogan, c'est une ville à partager. Donc, pour nous, je pense que ça en dit énormément, parce qu'une ville à partager, on parlait d'inclusion tantôt, mais c'est aussi les responsabilités d'une ville, mais qui sont partagées aussi avec les citoyens, de partager l'évolution d'une ville. Et ça, c'est certain que ça passe par un cadre financier qui est solide, une gestion financière saine, parce que si on veut justement pouvoir continuer à offrir des services puis offrir une belle qualité de vie à nos citoyens, il faut être capable de faire une bonne gestion du budget. Alors, je vous dirais... l'évolution de la ville avec le tramway aussi qui va arriver, la mobilité, là, qui est aussi être une ville à partager parce qu'on va partager la route. Donc, nous autres, le thème qu'on a choisi, on trouvait justement que ça reflétait vraiment tous les aspects de ce qu'on voulait présenter aux citoyens. Donc, des quartiers vibrants également, des quartiers où justement les gens s'y retrouvent, mais on sait que la pandémie, ça a été beaucoup de choses négatives, mais beaucoup de choses positives également qui sont ressorties de là. Donc, les places éphémères, les stations chaleureuses, de créer ça avec les gens parce que tous ces gestes-là ont été issus des milieux aussi, c'est la volonté citoyenne. Donc, de laisser la place beaucoup aux citoyens. Laisser la place aux citoyens, oui, c'est vraiment une volonté assez noble. Cependant, lors de votre dernière entrevue sur Radio-Canada, je pense que la performance, comme vous l'avez dit, n'était pas peut-être au rendez-vous et vous avez été très critiqué par rapport à ça. Et en fait, j'aimerais juste savoir comment vous avez pris ça et comment vous comptez dans le futur pouvoir mieux gérer toute la critique en ce qui concerne bien sûr la dette que vous avez sous-estimée. Ouais. En fait, je vous dirais que ma grand-mère me disait souvent « rien n'arrive pour rien dans la vie ». Alors, je pense qu'il y a une raison pourquoi c'est arrivé. On ne trouve pas toujours la raison au départ, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis ressortie de là. C'est sûr qu'au départ,
le fait de défendre un bilan, c'était certain que j'allais avoir les critiques et que j'allais devoir me défendre. Et quand on est sur un mode défensif, c'est plus difficile aussi de faire valoir ses points à ce moment-là. La critique, ben, je pense qu'en politique, si on n'est pas capable d'apprendre, on est peut-être mieux de pas se présenter en politique. Je l'ai vécu pendant les 8 dernières années, surtout les 4 dernières, comme vice-présidente, j'ai été responsable de l'aménagement du territoire et des consultations publiques. Donc, la critique, c'est sain, dans le sens qu'il faut être capable d'apprendre, il faut être capable de faire la part des choses, puis ressortir plus fort de ça. Alors, pour moi, c'est pas quelque chose qui me fait baisser les bras, bien au contraire. Ça me donne le goût encore plus de foncer puis de travailler plus fort. J'aimerais savoir actuellement... l'une des questions que nos téléspectateurs m'ont envoyées, sachant que je venais vous rencontrer, ils aimeraient bien savoir qu'est-ce qui vous rapproche ou qu'est-ce qui vous rapproche, qu'est-ce qui vous tient avec. C'est vrai qu'il est il est sortant, mais on peut toujours le mentionner. Qu'est-ce qui vous rapproche du maire sortant et qu'est-ce qui pourra vous distinguer dans la continuité, vu que il y a beaucoup des choses qui sont critiquées comme le centre Vidéotron, le tramway. Bien d'autres choses. Donc, qu'est-ce que vous dites pour ça? Ben, premièrement, ce qui nous rapproche, la rigueur. Moi, je pense que autant M. le maire que moi, la rigueur, c'est important d'aller au fond dans les dossiers puis d'être pertinent. Ça, là-dessus, ça a été... je pense que là-dessus, on s'est retrouvés assez rapidement, M. le maire et moi. Ce qui va me différencier, c'est sûr, c'est mon approche. Monsieur le maire, peut-être un peu moins patient que moi. J'ai peut-être un petit peu plus de patience, mais l'approche aussi de conciliation, je suis plus dans ce mode-là. L'ouverture aussi à travailler avec l'opposition. C'est sûr que lorsqu'on est en opposition, on n'a pas les mêmes idées nécessairement, mais en même temps, on est tous là pour la même raison. On est là pour faire avancer la ville. Donc, pour moi, ça, c'est incontournable. Donc, je vous dirais que c'est des choses qui, pour ce qui est de aussi l'approche au niveau de l'aménagement du territoire, moi, en étant là depuis 4 ans, j'ai réalisé rapidement que chaque décision devait être validée, et puis avec raison, auprès du cabinet. Alors pour moi, demain matin, je suis mairesse, je garde cette responsabilité-là parce que d'un, je sais que c'est très important. On est là, justement avec l'arrivée du tramway, là, on le sait, là, c'est un outil de requalification incroyable, d'aménagement. Alors moi, je pense que ça va être du prochain maire ou mairesse d'avoir cette responsabilité-là. Puis pour ce qui est du tramway, quand vous me disiez tout à l'heure, c'est critiqué. Bon, Vidéotron, rapidement, je pense qu'il nous taillait, comme ça, hockey sans hockey, là, on était rendu à un stade où on ne pouvait plus recevoir des spectacles. Puis le centre, il n'est pas très occupé actuellement. Ouais, c'est un gouffre, mais je vous dirais qu'on est tombé une épine dans le pied quand même. Ben, en fait, non, je dirais pas à ce point-là. Je dirais plutôt que là, on est tombé dans une période de pandémie qui n'a pas aidé, mais il était quand même sur un bon air. C'était un bon air d'aller quand même au niveau des spectacles. C'était quand même bien occupé. Puis je considère, je le dis encore, j'étais là, j'ai quitté, en fait, au moment où j'ai quitté, on était dans une élection, on se préparait à rentrer dans une élection justement pour le centre Vidéotron, donc j'étais tout à fait d'accord avec ça, puis je le suis encore. Puis pour le tramway, je vous dirais, là, des grands projets de transport comme ça à Québec, on n'a jamais vécu. Puis contrairement à un projet d'infrastructure, on présente un projet, puis on voit déjà une construction après quelques mois, puis les gens voient quelque chose de concret. Un réseau de transport, c'est pas ça. Donc, l'adhésion, puis on voit à travers, on voit même pour le troisième, l'adhésion est probablement à 100%. Donc, c'est à nous, c'est à moi, comme mairesse, éventuellement, de continuer à faire valoir que c'est le bon projet. Bon projet de Québec. C'est certain qu'on prend ça quand même avec beaucoup de jugement. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il faut que je vous convainque? Ben, écoutez, on attend de voir. Peut-être je fais partie de ceux qu'il faudra peut-être convaincre. Je ne sais pas. En tout cas, je ne prends pas de position. Alors, j'attends n'importe quel rendez-vous pour qu'on puisse se parler tous les deux. Ça va me faire plaisir. D'accord. C'est noté. 2 notes. Troisième chose. On continue. Demain, vous êtes maire. Mettons, demain, vous êtes maire. Vous êtes assise là, la mairesse de la ville de Québec. Quel est votre premier chantier? Tout de suite. La relance économique. La relance économique. C'est gros, c'est grand. Oui, c'est grand, mais la relance économique, c'est comme avec beaucoup de tentacules. C'est aussi au niveau des commerçants que de s'assurer également. Quelle est la première action que vous posez? Mais là, je change de bureau au départ. Mon bureau est à côté de celui du maire, donc je vais transférer de bureau. Ça va être ma première action. Mais la première action... On n'attend pas, hein?
c'est sûr que ce qui est important, c'est l'équipe, encore une fois. Donc, je pense que le premier geste qu'on va apporter, c'est ça, c'est de rencontrer nos gens, de s'assurer aussi de donner les bonnes responsabilités à chacun des collègues qui sera élu aussi, parce qu'il y a un comité exécutif aussi à créer, de bien s'entourer. Moi, je pense que c'est le premier geste à faire. Par contre, je connais, c'est pas comme si j'arrivais dans un nouvel élément, un nouvel environnement, avec des nouvelles responsabilités, mais des responsabilités que j'avais pas, mais que je connais quand même. Vous gardez votre équipe? Si je garde mon équipe qui est en place, ben oui, ils sont tellement extraordinaires. Je me débarrasse de personne, si je peux vous en assurer. On va leur trouver une belle place. C'est vraiment la continuité. Mais en fait, oui, c'est la continuité de mon équipe, parce que c'est sûr que entre-temps, il y a eu des changements au niveau de l'équipe quand même un peu. Déjà, on sait qu'il y a des membres de l'équipe comme élus qui ont quitté, d'autres qui ont suivi avec moi, mais même au niveau de l'administration, il y a des chefs de cabinet et tout ça, ça va être à changer. C'est sûr qu'il va y avoir des modifications, mais pour l'équipe que j'ai en place actuellement, c'est sûr que je garde mon équipe. Dans le premier grand chantier sera la relance économique. Je pense que ça va être incontournable parce que, bon, on l'espère, là, on est en train, là, tranquillement, de sortir de cette pandémie-là, là, on se croise les doigts. Donc, c'est sûr, puis relance économique égale aussi retour des événements, tourisme durable, donc c'est tout ça, là. C'est un gros chantier. Alors, je rebondis directement sur cette ouverture que vous faites en ce qui concerne la relance économique, et on le sait que l'immigration fait partie des points sur lesquels la relance devrait s'appuyer. Et on le sait qu'il y a beaucoup de départs de Québec pour d'autres villes pour des raisons que nous n'ignorons pas ici tout de suite, peut-être dans la suite des questions. Qu'est-ce que vous comptez faire à propos de ça? D'abord, vous dire qu'on est quand même fiers parce qu'on a quand même un taux de rétention à Québec de 93-94% des nouveaux arrivants. Donc, pour nous, déjà, ça prouve qu'on fait... Est-ce qu'on est parfait? Non. Est-ce qu'on en fait assez? Sûrement pas, mais en tout cas, du moins, ce qu'on fait, on le fait bien. On va le dire comme ça. Vous avez raison de dire que le manque de main-d'œuvre va passer par l'immigration, mais aussi l'ouverture de la ville de Québec. Moi, j'ai adopté... en Chine. Puis maintenant, Jacob a 12 ans, Rosalie 14 ans. Puis au moment où on a adopté Rosalie en 2007, je peux vous dire que Québec, il n'y avait pas encore beaucoup de communautés culturelles. Puis on voyait souvent justement des enfants, c'était des enfants qui étaient adoptés par des... Mais maintenant, c'est plus ça, puis c'est tant mieux. Parce que c'est ça qu'on veut aussi à Québec. On veut cette diversité-là, cette richesse-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de... C'est sûr qu'il y a des choses qui sont faites, comme je disais tantôt. On a maintenant un porteur de dossier administratif qui s'appelle Rena Harris, qui est là. Puis, on veut faire des gestes forts comme la Maison de la diversité, mais c'est dans le quotidien des gens qu'il faut être présent aussi. Soutenir les organismes, ça, je pense que faut le faire, faut continuer parce que ça passe par le terrain, puis les organismes sont super importants. Mais comme ville, d'avoir un dialogue régulier, je pense, d'entamer une communication régulière. Monsieur le maire avait débuté, en fait, avait pris un certain moment pour rencontrer toutes les communautés. En tout cas, à ma connaissance, ils les ont tous rencontrés. Je ne peux pas parler pour lui, mais ce dialogue-là est important parce que la ville doit d'abord et avant tout bien comprendre les enjeux. La ville étant aussi les élus, bien sûr, là, pour pouvoir après mieux lui répondre. Donc, je pense que ça passe par la communication en grande partie. Puis les choses qui doivent être faites justement avec les communautés et non que la ville pense que c'est les choses à faire. C'est ça aussi, je pense qu'il faut prendre ça en considération. Je reste dans les communautés, je reste sur une thématique très importante, il s'agit des logements, la crise des logements. Actuellement, on sait que les familles issues de la diversité culturelle ou alors la diaspora est très touchée en ce qui concerne bien sûr cette crise de logement. Et on aimerait savoir qu'est-ce que vous proposez en particulier pour pouvoir pallier à ce problème-là. Ben, c'est sûr que plus on fait d'unités de logement abordables, puis avec les besoins qui sont là aussi, parce que lorsque vous me parlez souvent avec des gens les nouveaux arrivants qui arrivent avec une famille, donc ont besoin de grands logements, il faut répondre à ce besoin-là, puis on travaille avec l'OMHQ et tout ça pour essayer justement de répondre le plus possible aux besoins. Mais pour nous, c'est sûr, Québec, depuis quelques années, on l'a démontré, le logement abordable, c'est important. De notre côté, d'ici 2025, on veut 2600 unités supplémentaires. C'est sûr que aussi, encore là, la ville veut bien, mais il faut avoir les unités qui viennent aussi des autres paliers pour pouvoir aller de l'avant.
Déjà, on a mis un 20% réservé pour des clientèles vulnérables. Donc, ça, c'est très large. Quand on dit vulnérable, dans le jargon, on dit un niveau 3, là, mais en tout cas, on voit quand on embarque dans le jargon. Mais être très sensible. La ville, en fait, je pense que les outils que nous, on a, c'est vraiment d'aller vers, justement, vers les gouvernements pour aller chercher le plus d'unités possible, puis de s'assurer que tout le monde a un toit à Québec, parce que ça passe par là. Un coup que la personne a un toit, les gens ont un toit qui sont bien, après, l'intégration se fait beaucoup mieux. Non? Mais on a plus de chances d'avoir plus de logements. Vous allez travailler là-dessus. C'est certain. Puis je pense que l'administration en place a quand même démontré cette volonté-là. Puis pour moi, c'est... Démontrer la volonté, ce n'est pas l'appliquer. On veut que ce soit appliqué. On veut le sentir, on veut la voir, on veut vraiment pouvoir ressentir cette différence. Bon. Toujours avec les communautés culturelles, nous sommes le média de la diversité, de l'inclusion et du vivre ensemble. Donc on doit parler de la diversité aussi, et surtout. Donc, quelle est votre stratégie pour combattre la pénurie dans le secteur des garderies? Parce que c'est aussi un secteur qui a vraiment un impact très, très négatif sur les familles actuellement. C'est sûr que les garderies, encore là, relèvent pas du palier municipal. Par contre, ce que nous, on peut faire, c'est, dans le concret, c'est de favoriser l'implantation de garderies. Donc, favoriser, quand on dit ça, c'est, on est encore là dans un jargon, mais de permettre un zonage où une garderie peut venir s'établir, puis aussi le faire plus rapidement. Donc, accompagner ces demandes-là pour que les garderies puissent prendre place rapidement. Les soutenir aussi dans certains, entre autres, je parle sans nommer la garderie, mais je sais dans le secteur de Montcalm, une garderie qui est en travaux. Mais la ville les a relocalisés dans un espace ville pendant une période de temps pour pouvoir les aider. Donc, on peut aider de cette façon-là. Puis, nous, ce qu'on a proposé également, c'est sûr que le manque de main-d'œuvre encore là dans les garderies, je vous dirais que c'est un enjeu qui est plus dans les autres paliers, mais tout ce qu'une ville peut faire pour favoriser l'implantation de garderies, puis favoriser aussi comment je pourrais dire, les aider les garderies également à avoir entre autres des activités. Ce qu'on propose, nous, c'est de transmettre aux garderies toutes les activités de jour qui se passent dans notre ville pour qu'ils puissent avoir ces informations-là puis qu'ils puissent diversifier leur activité avec leurs tout-petits. Donc, nous, on peut être aidant, on peut accompagner, mais c'est sûr qu'au niveau du manque de main-d'œuvre dans les garderies, c'est un peu difficile pour nous d'aller s'immiscer dans ce dossier-là. On va changer un tout petit peu. On va parler d'un point qui est quand même assez sensible. On va parler des crimes haineux à Québec. On va parler du racisme et bien sûr du profilage racial. D'après une enquête du CBC, bien sûr de CBC, d'après une enquête CBC, en fait, le Québec est l'une des villes qui enregistre le plus de crimes haineux, alors des crimes à caractère raciste. Qu'est-ce que vous comptez faire contre ces crimes-là? Je continue à dire que c'est la sensibilisation de la ville, un rôle à jouer, c'est-à-dire de sensibiliser, d'informer les gens et de créer ce lien-là avec les communautés pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Encore là, moi, je pense qu'une ville est le principal porteur, mais on se doit de travailler avec les communautés pour continuer à faire avancer, savoir exactement les bons gestes à poser. Vous le dites, les crimes haineux, c'est directement souvent vers les personnes. Oui, une communauté, mais c'est une personne qui le vit. Donc, de pouvoir discuter avec justement les communautés pour voir comment c'est vécu, qu'est-ce qui peut être fait pour justement aller plus loin dans les gestes à poser. Là. Les résolutions. Donc, dans les résolutions, dans la solution, là, je serais pas capable de vous donner aujourd'hui un geste ou vous dire voici ce qu'on va faire, mais je suis prête à m'engager. Je m'engage vraiment à dire oui, je reviens là, à la base d'avoir cet échange-là avec les communautés, puis de travailler ensemble pour justement dans un monde idéal, on dirait de plus n'en avoir du tout, mais en même temps, essayons du moins d'en avoir le moins possible, puis d'être très conscient de ça aussi. Moi, je pense qu'il faut pas nier, puis il faut être conscient, puis trouver des solutions. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la taxation ici dans la ville de Québec? Nous, ce qu'on propose, c'est de la flexibilité et de la prévisibilité, dans le sens qu'on veut que les gens soient justement capables de prévoir. Donc, un taux de taxation à l'inflation avec un plafond de 2,5 pour s'assurer justement, comme là, on sort d'une pandémie, l'économie, on sait, là, on sait pas exactement comment ça va aller. Donc, pour nous, c'était rassurant de dire aux gens, oui, le taux d'inflation, mais avec un plafond de 2,5 et flexibilité en offrant la possibilité de faire les 12 versements
sans intérêt. Donc, on trouve que c'est des actions, c'est des gestes qui perdurent, qui sont permanents, non juste un geste ponctuel de dire on gèle les taxes, puis l'année d'après, on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. Alors, pour nous, c'était vraiment l'objectif, prévisibilité et flexibilité. Merci. Encore 2 questions et je vais pouvoir vous libérer. Je vais continuer toujours dans le point des criminels ou alors des problèmes sensibles avec la communauté ou alors la diversité culturelle. Le profilage racial policier semble augmenter dans la province de Québec. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous reconnaissez le profilage racial? Écoutez, est-ce que je le reconnais ou plutôt est-ce que j'ai besoin d'être convaincue? Je vous dirais, j'ai pas besoin de l'être parce que c'est de dire que vous comprenez, comme c'est une question qui doit être posée, je pense plus au service de police qu'à la personne qui se présente à la mairie. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est c'est encore là, c'est de sensibiliser et d'informer davantage nos policiers, parce que on le disait tout à l'heure, au Québec, c'est quand même les communautés culturelles, ça fait quoi, 20 ans peut-être, là, c'est quand même c'est récent. Je pense que c'est une nouvelle réalité, puis c'est pas tant, moi je pense que c'est d'informer les policiers sur les cultures en général, parce que pour moi, c'est vraiment souvent c'est de la méconnaissance ou manque d'information. Je sais qu'il y a déjà un travail qui se fait au niveau du service de police à ce niveau-là. Oui, nous avons rencontré le chef de police, M. Denis Turcot. Alors, la sensibilité est là, la volonté est là. Donc, est-ce qu'il existe des gens qui malheureusement de nos jours sont racistes? Sûrement, puis j'en doute pas, mais en même temps, est-ce qu'on doit dire nécessairement qu'une communauté ou qu'encore un service l'est pour autant? Moi, je pense plutôt qu'il faut continuer à informer les gens, il faut continuer à les sensibiliser. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qu'il faut pas lâcher puis qu'il faut mettre de l'avant le plus possible. Alors, la dernière nouvelle qui date, je pense, d'hier, il semblerait on pense à augmenter le salaire minimum. Oui. Est-ce que vous êtes au courant? Non, je suis pas au courant, mais je suis quand même entrepreneur. Là, donc, moi, écoutez, je suis propriétaire d'un restaurant depuis maintenant 23 ans. Puis j'ai plus d'employés qui sont payés au salaire minimum depuis longtemps. Donc, vous serez ouverte mais c'est sûr qu'en même temps, je suis consciente. Est-ce que votre administration serait ouverte à ça? Nous, c'est sûr qu'on n'a pas rien à voir. Mais là, si vous me posez la question comme moi, Marie-Josée Savard, comme entrepreneur, là, je vous dirais, je comprends le besoin derrière ça, mais je comprends aussi comme entrepreneur que s'il y a des gestes qui sont posés à un certain moment, le gouvernement va peut-être devoir aussi poser des gestes vers les petites entreprises je pense pas qu'il y ait un employeur à quelque part qui dit je veux absolument payer mes employés au salaire minimum, bien au contraire, mais peut-être que plusieurs ont peut-être pas la capacité de le faire aussi. Alors, je pense que dans cette équité-là, moi je pense que oui, le salaire minimum pour que tout le monde ait un salaire décent puis qu'il soit capable de bien vivre avec le salaire qu'il gagne, son revenu. Mais en même temps, je continue, comme entrepreneur, je suis obligée de vous dire, faut aussi penser derrière s'il n'y a pas de mesure pour aider certains employeurs justement à aller de l'avant vers ça, parce que encore là, je le répète, là, je crois pas qu'il y a des gens qui ne veulent pas, mais c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils ont peut-être pas aussi la capacité de le faire pour des petites entreprises, bien sûr. Okay. On est à la fin de notre entrevue. Avant de clôturer, qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant cette période de 54 semaines, je pense, de préparation? 54 jours. 54 jours, plutôt. Dites-moi pas 54 semaines. Non, qu'est-ce qui a été le plus difficile, selon vous, pendant ces 54 jours de préparation pour les élections municipales? Ce qui a été le plus difficile, c'est sûr, c'est d'être moins à la maison avec la famille, là. C'est certain, on le savait, avec Jérôme, mon conjoint, on le savait que j'embarquais dans quelque chose de quand même costaud. Mais quand on le vit, puis la famille nous manque à un certain moment, donc c'est certain. Là, mes enfants me reconnaissent encore, ils m'appellent encore maman, fait que c'est une bonne nouvelle. Mais non, je dirais que c'est ça qui a été difficile, là, le plus difficile, pas on a passé par-dessus, on a passé au travers, c'est pas ça, mais le plus difficile, je pense que ça a été ça pendant ces 54 semaines-là, de peut-être être moins présent à la maison. Mais c'est correct.
Alors, pour terminer, un mot à votre équipe et puis à tous ceux qui vont voter. Ben, écoutez, très contente d'avoir eu cette entrevue qui permet d'avoir une entrevue un peu plus diversifiée que d'habitude. Je sais que j'ai un travail à faire pour convaincre, mais j'espère sincèrement, en tout cas du moins, aller voter, c'est important. C'est un privilège qu'on a de pouvoir justement faire la différence, surtout au niveau municipal, parce que c'est tellement un gouvernement de proximité. Vous pouvez faire une différence justement. C'est vos parcs, c'est vos rues piétonnes, c'est vos rues commerciales, c'est votre quartier. Et j'espère sincèrement avoir la chance de pouvoir continuer à travailler avec vous pour faire évoluer cette ville-là. Avec mon équipe aussi, qui est des gens extraordinaires, des gens de cœur, toujours qui sont là pour les bonnes raisons. Alors voilà. Puis merci encore d'avoir pris le temps de m'écouter. Voilà. Merci de nous avoir accordé bien sûr autant de temps malgré votre temps très imparti et malgré bien sûr cet emploi du temps très riche que celle que vous avez actuellement. Alors, chers téléspectateurs, nous avons donc eu le privilège et l'honneur, bien sûr, d'être reçus par Madame Marie-Josée Savade, qui préfère qu'on l'appelle Marie aujourd'hui. Et j'ose espérer que ces informations qu'elle vous a fournies, ces informations qu'elle vous a données, vous permettront de prendre une décision assez éclairée et bien sûr de faire votre choix. Votre choix, ça peut se faire aujourd'hui ou dans les jours à venir, mais le plus important, c'est de voter. Où que vous soyez, il faudrait voter. Il faudrait vraiment aller à l'urne et choisir qui sera votre maire. Car le maire de la ville est comme le chauffeur qui, au volant, vous accompagne et vous amène à votre destination. Ceci étant dit, je vous dis bonne journée. C'était Florent Lialé et j'espère bien sûr vous revoir dans quelques jours avec un autre candidat. Bye bye.